Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 18 juillet. Ce soir, la nouvelle carte de France adoptée par nos députés. Décision qui n'a pas été simple d'ailleurs, mais qui a abouti après une longue nuit de discussion. Le pays devrait donc être divisé en 13 régions au lieu de 22 comme aujourd'hui. Les Pays de la Loire, eux, ne bougent pas. Embarquement immédiat pour les céréales vendéennes. Après hier, le regroupement des récoltes dans les silos de coopératives, les stocks sont embarqués sur des cargos direction le sud de l'Europe. Et puis en cette veille de week-end, une idée de sortie aussi ce soir. Armé d'un GPS de rando et d'un smartphone, vous pouvez vous lancer dans le géocaching. Les explications en fin de journal. Il va falloir patienter encore un peu avant le vote solennel de la réforme territoriale dans son intégralité. Mais le premier article, lui, a bien été adopté au petit matin par les députés. Article pour le moins symbolique et très attendu, puisque c'est celui qui concernait le fameux redécoupage régional de la France. Au final, avec 52 voix pour et 23 contre, le pays va passer à 13 territoires. Notre région, les Pays de la Loire, ne bouge pas. Pierre Dalicieux. La nouvelle n'a pas fait grand bruit ce matin dans les rues de La Roche-sur-Yon. Les Pays de la Loire restent les Pays de la Loire et pour certains, c'est très bien comme ça. C'est déjà une belle région et ça marche bien. Tu vois pas de raison particulière pour que ça change là? Moi je trouve que c'est bien. Pourquoi? Ça me plaît comme ça. J'ai pas l'impression qu'on ait la même identité que les Bretons, tout simplement. Une impression que ne partage pas l'opposition pour les députés de la première circonscription de la Vendée. Il fallait même voir beaucoup plus grand. Il fallait sans doute que nous créions une grande région de l'arc atlantique entre la Bretagne, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. Nous aurions eu une région orientée vers l'avenir dans une grande Europe. Et nous avions à ce moment-là toutes les chances de réussir le pari économique de l'ouest de la France et de cet arc atlantique. À gauche, on se satisfait de cette annonce. La région reste intacte et c'est une bonne nouvelle. Même si, encore une fois, ici, cette réforme a comme un goût d'inachevé. On aurait souhaité effectivement un rapprochement plus rapide, une fusion avec la Bretagne, avec qui nous avons beaucoup de partenariats déjà et beaucoup de connexions. Pour l'instant, ce n'est pas possible parce que voilà, les Bretons, les élus bretons n'y sont pas encore prêts. Moi, je ne désespère pas que ça puisse se faire dans l'avenir. D'ailleurs, le projet de loi laisse la porte ouverte pour des fusions futures. La nouvelle carte adoptée ce matin par l'Assemblée ne mettra pas une nouvelle fois tout le monde d'accord, mais elle devra être dans tous les cas définitivement votée mercredi prochain. Effectivement, le vote solennel de la réforme territoriale est donc prévu le 23 juillet, c'est mercredi prochain. D'ici là, le président de région, Jacques Auxiette, ne souhaite pas faire de déclaration. Nouvel appel à la vigilance si vous devez prendre la route ce soir ou demain pour partir en vacances. On attend du monde sur les routes de Vendée, notamment aux abords des stations balnéaires. Entre 30 et 40 gendarmes sont du coup mobilisés sur tout le week-end sur les routes de Vendée, notamment pour des contrôles de vitesse, d'alcoolémie ou encore de téléphone portable à l'oreille sur l'axe La Roche-sur-Yon-les-Sables. Les autoroutes, elles, renforcent comme chaque week-end d'été leur dispositif. Pour la journée de demain, qui va être une journée avec un trafic élevé, puisque c'est le départ en vacances, donc nous serons 40 personnes de l'exploitation mobilisées sur le terrain. Le conseil qu'on peut donner, c'est effectivement, il faut savoir que le trafic le plus dense va être entre 10h le matin et 16h l'après-midi. Donc si les clients ont la possibilité de différer, d'anticiper, de rouler plutôt fin de nuit, début de matinée, c'est très bien. Ou bien, après 16h, c'est aussi une plage horaire qui reste à recommander. Alors, pas de bouchons pour les agriculteurs. Eux, ils profitent justement de l'été pour préparer la fête de l'agriculture. C'est désormais devenu une tradition en Vendée. À chaque fin d'été, les plus jeunes éleveurs et exploitants d'un canton reçoivent le grand public et leurs collègues le temps d'un week-end. Après Longeville-sur-Mer en 2013, Pless cette année au Poiré-sur-Vie, 30 à 40 000 personnes sont attendues. C'est vraiment pour nous très important d'aller à la rencontre des gens et de pouvoir leur expliquer quel est réellement notre métier et quelle est notre vie de tous les jours et voilà, les contraintes que l'on peut avoir. Et c'est important que ça passe par nous et donc on profite de la fête de l'agriculture pour ça.
En parallèle, et d'ici le week-end du 30 août donc, et de cette fête de l'agriculture, les agriculteurs doivent évidemment continuer de gérer leur exploitation. Les moissons ne sont par exemple pas encore terminées, ce qui nous amène à notre troisième et dernier épisode du cheminement des céréales. Souvenez-vous, on a vu le fauchage la semaine dernière. Hier, l'arrivée des récoltes dans les silos des coopératives. Place maintenant au départ de tout ce stock vendéen vers les transformateurs. Anthony Jamin. Ce vraquier de 90 mètres quitte le port des Sables-d'Olonne en direction du Portugal avec à son bord 4400 tonnes de blé tendre. 48 à 72 heures suffisent pour rallier sa destination finale. Le Portugal, c'est 80% des blés chargés au port Sablais. Il faut savoir qu'un bateau, ça représente environ 4000 à 4500 tonnes. 4500 tonnes, c'est 150 camions de 30 tonnes. Et 30 tonnes, c'est la valorisation en gros de 4 hectares produits par un agriculteur. Le groupe Cavac, c'est 1 million de tonnes de céréales et d'oléagineux collectés chaque année. 350 000 tonnes de blé tendre, 100 000 de blé dur, 250 000 de maïs. Le reste correspondant à des plus petits tonnages en orge, colza ou tournesol. Et si le Portugal absorbe 80% du blé tendre chargé au Sables-d'Olonne, les semouleries italiennes, allemandes et anglaises sont de grosses consommatrices de blé dur français. 50% revenant d'ailleurs à la botte. Le port Sablais est donc une formidable opportunité pour la coopérative agricole. On est compétitif si on a 2 ou 3 jours de mer. Par contre, dès qu'on doit passer le détroit de Gibraltar, ça pose un problème. Parce qu'effectivement, là, c'est plus le port de la Palisse qui va prendre le relais avec des grosses tailles de bateaux qui vont être beaucoup plus compétitifs pour faire des 5-6 jours de mer. Je charge des bateaux sur la Palisse également. Bon, mais mon client, il s'appelle Barilla. Il consomme 2 millions de tonnes, il peut s'acheter 10 000 tonnes, ce n'est pas du tout un problème. Qu'ils soient semoule mondialement connus ou plus modestes, tous veulent un produit de qualité correspondant à leurs attentes et aux critères de panification, que sont le taux d'humidité, le taux de protéines ou encore le taux d'impureté. Pour ce lot de colza, Jean-Michel a été mandaté pour vérifier que la qualité de produit chargé est bien celle qu'attend le client. Nous prenons des échantillons régulièrement. Ces échantillons sont ensuite analysés de manière à savoir si l'humidité et si le taux d'impureté correspond au contrat de vente. Nous sommes en général 2 surveillances sur un bateau, un qui représente l'acheteur, un qui représente le vendeur. Pour ce lot, le taux d'impureté est de 1,4%, la norme des moins de 2% est donc respectée. Dans 12 heures, le chargement des 3100 tonnes de colza sera terminé. Point de chute pour le Johanna Désiré, l'Allemagne. Beaufou s'apprête à passer un week-end pour le moins insolite. Le maire accueille les 12e rencontres des communes au nom burlesque. 25 villages qui se retrouvent en Vendée pour partager de bons mots évidemment, mais aussi leur culture. Un marché de tous ces terroirs est d'ailleurs prévu demain samedi comme dimanche. L'occasion de découvrir les spécialités de Clochemerle évidemment, mais aussi d'Arnac-la-Poste ou encore de vin sobre. Ça permet de se faire connaître avec un nom atypique, souvent unique en France, parce que Beaufou, il n'y en a qu'un seul en France, il se trouve ici. Et toutes les communes sont un peu uniques et ça permet aussi de se rassembler. Ça permet bien sûr la convivialité, ça permet aussi de faire un tour de France de la gastronomie, puisque le principe c'est que chacun apporte son produit, parle de son patrimoine. Donc c'est un tour de France gratuit à domicile. Les 12e rencontres des communes au nom burlesque, c'est donc tout le week-end à Beaufou. D'un Tour de France à l'autre, on passe au cyclisme avec une sorte d'hécatombe aujourd'hui sur la Grande Boucle pour cette première étape dans les Alpes. Pas moins de 3 abandons avec des coureurs de la FDJ, de Cofidis et de Garmin. Du côté des Vendéens, après un bon départ au pied du Palaki, notamment pour Yukiya Arashiro, Pierre Rolland et Thomas Voeckler, eh bien, tout le monde a été repris malheureusement par le peloton. Au classement du jour, nouvelle victoire de l'Italien Nibali. Le premier Europcar arrive 3 minutes plus tard, c'est Pierre Rolland à la 14e place. Pierre Rolland qui est aussi le premier de la formation vendéenne dans le classement général. Il est en cette veille de week-end 13e, c'est le 4e français. Et puis ce week-end justement, eh bien, une nouvelle étape de montagne. Demain, regardez, demain samedi, donc Grenoble-Risoul en passant par le col du Lautaret et celui d'Izoard. Dimanche, retour en plaine avec 222 km entre Tallard dans les Hautes-Alpes et Nîmes.
En football, on parlait hier du calendrier de la prochaine saison pour le national, mais on connaît aussi celui de CFA. Là encore, 2 équipes vendéennes sont engagées, Fontenay-le-Comte et les Herbiers. Premier match de championnat, ce sera le 16 août avec un Saint-Malo-Fontenay et un Lorient-les Herbiers. Dernier match le 23 mai. Et puis comme hier, il y aura évidemment un derby vendéen. Match aller prévu le 6 septembre, les Herbiers-Fontenay, avant un retour le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. D'ici à la reprise, eh bien, les joueurs de foot ne sont déjà plus vraiment en vacances. L'équipe du Poiret-sur-Vie est par exemple en ce moment en Loire-Atlantique, à Saint-Brévin très exactement, pour une petite cure de remise en forme. Au programme, vous le voyez, exercice sur la plage à marée basse et concentration pendant 5 jours. La commune du Poiret-sur-Vie qui ne fera pas que parler d'elle par le biais du foot cette année. L'équipe de roller qui joue au ring hockey monte en National 2, l'équivalent de la Ligue 2 de football. C'est une première dans l'histoire du club. Une idée d'occupation pour le week-end à présent. Une chasse au trésor grandeur nature mise en place par des passionnés de géocaching. Le principe, eh bien, trouver des boîtes disséminées dans tout le département à partir de coordonnées GPS. Paul Burgot, Alix Solanos. 11 mètres, 10 mètres, 9 mètres. Olivier Deschanel a un hobby plutôt original. Il est chercheur de trésors. Ou plutôt géocatcheur. Inscrit sur Internet, il pratique le géocaching en famille depuis 4 ans. Quand on a découvert l'application sur notre smartphone, donc l'application géocaching, et depuis, on peut dire qu'on est assez mordu et qu'on en fait très régulièrement. Alors avec son smartphone ou un GPS, il se balade à la recherche de la fameuse géocache. Je suis à 1 mètre là. Est-ce que tu la vois ? Ouais. Et là. À l'intérieur, un registre où l'on inscrit son nom et parfois même plus encore. Au Titan, je crois qu'il y a un objet voyageur. Sur l'objet, il y a un code. Et ce code est référencé sur Internet, sur le site geocaching.com, ce qui permet de suivre l'itinéraire de cet objet. Et donc, il peut être pris, il peut être remis à un autre endroit, etc. et voyager partout dans le monde. Trouver l'objet d'un autre, laisser voyager le sien au bout du monde, voilà ce qui motive les géocatcheurs. Même si Olivier n'est pas intéressé que par les trésors. En fait, le géocaching, c'est du tourisme participatif. En fait, c'est les locaux, quand on va par exemple ici en Vendée, c'est des gens du coin qui ont mis des boîtes pour faire découvrir leur patrimoine. Des boîtes, les Deschanel en ont posé 607 dans le département, ce qui les met en première place du classement vendéen. Et à ce rythme-là, ils ne sont pas près de la quitter. Alors, si vous avez envie de les défier pour se lancer, un site internet. Vous allez voir l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. C'est tout simple, geocaching.com. Vous y trouverez la liste de toutes les caches qui sont répertoriées en Vendée. On passe à la météo avec cette vigilance orange émise depuis ce matin par Météo France. Alerte relayée par la préfecture ou encore le Conseil général de la Vendée, donc à prendre au sérieux. D'importants orages sont prévus cette nuit, a priori d'abord dans le nord-est du département, puis de l'Atlantique vers l'intérieur des terres. De fortes rafales de vent devraient les accompagner. Prenez soin de tout ranger sur les terrasses et dans les jardins. Demain, prévision nettement plus difficile à faire. Normalement, de belles éclaircies devraient arriver en cours de matinée. Le bulletin complet et tous les détails, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu vendéenne, c'est lundi, même heure, avec Edwige Richard. Nous, on se croisera peut-être la semaine prochaine sur le terrain. Sinon, ce sera ici même, mais à la rentrée. Très bonnes vacances à vous tous et à bientôt.